Le 25 octobre 2001, avenue Montaigne, dans le 8e arrondissement de Paris, rien ne distingue cet immeuble haussmannien des autres. Façade grise, balcons en fer forgé, une porte cochère comme il y en a des dizaines dans le quartier. Au dernier étage, une femme de 69 ans est retrouvée sans vie dans son appartement. Les causes de sa mort ne seront jamais rendues publiques. Dans une pièce voisine, sur une coiffeuse, reposent des écrins ouverts. Un diamant taille émeraude de 22-37 carats, monté sur platine, signé Harry Winston. Des pierres plus petites, en désordre, comme si quelqu'un les avait sorties récemment pour les regarder une dernière fois. Aucun voisin ne se souvient d'avoir vu de visiteur ce mois-là. Elle s'appelait Soraya Esfandiary Bakhtiari. Pendant 7 ans, on l'avait appelée Sa Majesté impériale. En 1951, un continent entier avait suivi son mariage. En 2001, elle meurt seule dans un appartement parisien, et son frère cadet, venu pour l'enterrer, s'effondre à son tour quelques jours plus tard, avant même le service funéraire. Voici la question à laquelle ce film va répondre. Quand une femme qui a porté les diamants d'un empire meurt sans descendance et presque sans témoin, où va tout ce qu'elle possédait? Il faut revenir en 1932, à Ispahan, dans une salle de l'hôpital de la mission anglaise. Soraya Esfandiary naît le 22 juin, fille unique d'une famille Bakhtiari parmi les plus anciennes de Perse. Son père, Khalil Esfandiary Bakhtiari, appartient à une lignée de notables tribaux. Il deviendra ambassadeur d'Iran en Allemagne de l'Ouest. Sa mère, Eva Kohl, est allemande, née en Russie. L'enfance de Soraya se partage entre Berlin et Ispahan, puis les écoles de Londres et de Suisse. Elle grandit dans 2 langues, 2 mondes, aucun des deux tout à fait le sien. En 1950, une photographie change le cours de sa vie. Le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, récemment divorcé de sa première épouse, la reçoit à Téhéran. Il a 30 ans, elle en a 18. Les fiançailles sont annoncées en octobre. Le Shah lui offre un diamant taille émeraude de 22-37 carats. Quelques jours avant le mariage, une maladie soudaine frappe la jeune fiancée. On pense d'abord qu'elle ne pourra pas se présenter à la cérémonie. Personne, à ce moment-là, ne sait que cette maladie vient de la rendre stérile. Ce fait ne sera découvert que des années plus tard. Il ne change rien, pour l'instant, au faste qui s'annonce. Le mariage a lieu le 12 février 1951, au palais de Golestan, sous une neige épaisse, un présage jugé favorable dans la tradition persane. 1 500 000 tulipes, orchidées et iris sont acheminées par avion depuis les Pays-Bas. Un cirque équestre est amené spécialement de Rome pour l'occasion. La mariée porte une robe en lamé argent brodée de perles, bordée de plumes de marabout, dessinée par Christian Dior. Par-dessus une cape en vison blanc, taille femme coupée pour elle seule. Soraya devient impératrice sans en porter le titre. Celui de Shabanou n'existera qu'à partir de 1967, réservé à l'épouse suivante. Jusque-là, elle porte le titre de Malaké, reine, bien que la presse internationale, à tort, l'appelle systématiquement impératrice. Le monde suit ce mariage comme il suivrait, quelques années plus tard, celui d'une actrice hollywoodienne. Les photographes se pressent à Téhéran. Les magazines européens republient les mêmes clichés pendant des mois. Pendant 7 ans, Soraya vit au sommet d'un pouvoir que peu de femmes de sa génération connaîtront de l'intérieur. Elle accompagne le Shah dans les visites d'État, s'habille chez les grands couturiers parisiens, apprend le persan officiel de cour tout en gardant son allemand et son anglais. Le couple est photographié, admiré, envié. Le Shah dira plus tard de son mariage, il se sentait, ce jour-là, heureux comme un enfant à qui on aurait donné la lune. Mais le pouvoir impérial iranien, en 1951, repose sur une seule question que la presse ne pose jamais directement. Qui succédera au Shah? Sans frère du souverain en ligne rapprochée, la continuité de la dynastie Pahlavi tient à un fils que Soraya n'a toujours pas donné, 5 ans après le mariage. Le 26 octobre 1954, le frère cadet du Shah meurt dans un accident d'avion. D'un coup, la question de la succession cesse d'être une inquiétude de cour et devient une affaire d'État. Le trône Pahlavi n'a plus, en dehors du fils que le couple impérial n'a pas encore eu, aucune ligne de rechange sérieuse. Personne, dans les cercles du pouvoir à Téhéran, ne prononce encore le mot divorce. Mais à partir de cet automne 1954, chaque année sans naissance pèse un peu plus lourd sur un mariage qui, 4 ans plus tôt, avait fait pleurer de joie un continent entier. Le diagnostic n'arrive pas d'un coup. Il se construit, sur plusieurs années, entre des cliniques suisses et des cabinets parisiens que Soraya consulte discrètement, loin des photographes qui, eux, continuent de la photographier en robe du soir. Aucun communiqué ne l'annonce, il n'y en aura jamais.
Ce que la cour de Téhéran sait, à partir du milieu des années 1950, c'est que l'impératrice ne portera pas d'enfant. Le Shah a une proposition. Il la formule directement à sa femme. Il prendra une seconde épouse pour donner un héritier à la dynastie, et Soraya conservera son rang de première épouse. Elle refuse. En retour, elle lui propose une solution radicale qu'il abdique, plutôt que de sacrifier leur mariage à la raison d'État. Il refuse à son tour 2 propositions, 2 refus, et un mariage qui continue sur le papier, sans qu'aucune des 2 personnes concernées n'ait obtenu ce qu'elle demandait. C'est dans cette impasse que le 26 octobre 1954 retombe tout son poids. Sans le frère du Shah, sans enfant du couple impérial, la ligne de succession Pahlavi ne tient plus qu'à un fil que Soraya, précisément, ne peut pas fournir. Un empire entier attend une naissance qui n'aura pas lieu. Février 1958, Soraya quitte l'Iran. Elle part avec sa mère et son frère Kadébijan, le 13 du mois, pour se réfugier au Palace Hôtel de Saint-Moritz, officiellement un voyage de repos. Dans les faits, une sortie de scène, elle ne reviendra jamais vivre en Iran. De Saint-Moritz, elle rejoint la maison de ses parents à Cologne, c'est là que le Shah envoie un émissaire. Sardar Assad Bakhtiari, sénateur, oncle de Soraya, chargé de la convaincre de rentrer à Téhéran. La mission échoue, Soraya reste en Allemagne. Le mariage, en ce début mars 1958, se joue désormais à distance, entre un palais impérial et une maison bourgeoise de Rhénanie. Le 10 mars, un conseil se réunit à Téhéran. Autour du Shah, ses conseillers les plus proches, ceux dont dépendent la stabilité du trône et la lecture, à la virgule près, de ce que le pays tolérera ou non. L'ordre du jour tient en une phrase, que faire du mariage impérial, et de l'absence d'héritier qu'il n'a pas produit. Soraya n'est pas dans la pièce. Elle est à 4000 km de là, dans une maison de Cologne, en attente d'une décision que d'autres prennent en son nom. 4 jours plus tard, le 14 mars 1958, l'annonce tombe. Le couple impérial divorce. Ce n'est pas Soraya qui l'apprend en premier par une voix officielle, elle l'apprend, comme le reste du monde, par la nouvelle elle-même, diffusée avant qu'aucune négociation directe n'ait pu la joindre. Elle dira plus tard aux journalistes que son mari n'avait pas eu le choix. Elle qualifiera sa propre position d'un mot, un sacrifice. Le New York Times, dans sa couverture de l'époque, décrit ce qui a précédé cette annonce. Des négociations prolongées, menées en coulisses, pour amener Soraya à accepter que le Shah prenne une seconde épouse, la même proposition qu'elle avait déjà refusée directement à son mari, quelques années plus tôt, désormais reformulée par d'autres voix, dans d'autres pièces sans elle. Le 21 mars, jour du Nouvel An iranien, le Shah s'adresse à son peuple à la radio et à la télévision. Il annonce le divorce lui-même, en larmes, et promet de ne pas se remarier dans la précipitation. En France, l'onde de choc atteint la chanson populaire. L'auteure-compositrice Françoise Mallet-Jory écrit « Je veux pleurer comme Soraya », qui devient un succès. Une princesse répudiée, quelque part en Allemagne, devient en quelques semaines un refrain que des inconnus fredonnent dans des cafés parisiens. Le divorce est officiellement prononcé le 6 avril 1958. Le mécanisme, enclenché 4 ans plus tôt par un accident d'avion, refermé par un conseil auquel elle n'a pas assisté, achève sa course. Soraya a 25 ans. Elle porte encore, quelque part dans ses bagages, un diamant de 22,37 carats offert pour des fiançailles qui devaient durer toute une vie. Elle n'a plus de couronne. Elle n'a plus, à proprement parler, de pays. Ce qu'elle a, en ce printemps 1958, c'est une maison à Cologne qui n'est pas la sienne, un nom que la presse du monde entier continue de prononcer, et aucune indication de ce que sa vie doit devenir maintenant que la seule chose qu'on lui demandait, un héritier, ne viendra jamais. Le divorce, sur le papier, ne la laisse pas démunie. Le Shah lui achète un appartement en forme de penthouse à Paris, lui verse une pension mensuelle, et la fait repartir avec une Rolls-Royce Phantom 4 romain et une part de ses bijoux. Soraya passe d'abord un temps à Munich, puis s'installe définitivement en France. En août 1959, un photographe la surprend sur la plage de Noordwijk. Rien sur ce cliché ne distingue plus l'ancienne impératrice d'une jeune femme européenne parmi d'autres, en maillot de bain, sur une plage de la mer du Nord. Elle a 27 ans. Un empire entier vient de cesser de porter son nom, et personne, dans la presse ou à la cour, ne lui a jamais dit ce qu'elle devait devenir à la place. Elle essaie le cinéma. On lui promet d'abord le rôle de Catherine de Romain de Russie, dans une production du producteur italien Dino De Laurenti. Le projet tombe à l'eau avant le premier jour de tournage. En 1965, elle obtient un rôle dans I Trovolti, un film à sketch italien, où elle joue, sous son seul prénom, un personnage inspiré d'elle-même. Sur ce tournage, elle rencontre le réalisateur Franco Indovina. Elle s'installe avec lui à Rome. Pendant quelques années,
la vie de Soraya ressemble à ce qu'elle n'a jamais eu le droit d'avoir en Iran. Une existence privée, tenue à l'écart des communiqués de cour, organisée autour d'un homme qu'elle a choisi elle-même. Elle ne retourne pas au cinéma après ce premier rôle. Une carrière prometteuse s'arrête là où elle a commencé, puis Indovina meurt. Aucune des sources rassemblées ici ne permet d'établir les circonstances exactes de sa mort avec une certitude suffisante pour les affirmer à l'antenne. Le chiffre le plus souvent avancé, un accident d'avion en 1972, ne repose pour l'instant que sur une seule source non recoupée, et ne sera pas utilisé tant qu'une deuxième source ne le confirme pas. Ce qui est documenté, en revanche, c'est ce qui suit. Soraya reste en Europe. Elle n'a plus de compagnons, plus de rôle à jouer, plus de cours à fréquenter à titre officiel. En 1991, elle publie un livre, Le Palais des Solitudes, où elle revient elle-même, dans ses propres mots, sur cette période de sa vie, et le terme qu'elle choisit dans ce texte est la dépression. Les années suivantes se ressemblent. Elle vit désormais au 46 avenue Montaigne, dans le 8e arrondissement de Paris, l'adresse même où on la retrouvera, 40 ans plus tard sans vie. Elle sort peu. Quand elle sort, c'est pour des soirées données par la duchesse de La Rochefoucauld, dans les mêmes cercles du Goethe européen où elle évolue depuis son divorce. Un ami, l'organisateur de Mondanité Massimo Gargia, tente régulièrement de la sortir de son appartement, de lui présenter des gens plus jeunes, de la remettre, disait-il, dans le mouvement. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais eu, après Indovina, de relation dont la presse ou les archives gardent une trace. Son frère cadet Bijan reste la présence constante de ces décennies et la seule, semble-t-il, qui ne varie pas d'une année sur l'autre. Le nom Soraya continue, pendant tout ce temps, à circuler ailleurs qu'autour d'elle. Une chanson française qui porte son prénom passe encore, de temps en temps, à la radio. Des journaux, à intervalles réguliers, republient les mêmes photographies du mariage de 1951, la robe Dior, la neige, le diamant de 22-37 carats, pour illustrer des articles sur des divorces beaucoup plus récents. Comme si son histoire était devenue un point de comparaison plutôt qu'une vie en cours. Elle, pendant ce temps, vieillit seule dans un appartement du 8e arrondissement, et refuse de plus en plus souvent les invitations de Massimo Gargia. Bijan et Sfanduri Bakhtiari arrivent à Paris pour enterrer sa sœur. Il meurt avant que le service funéraire n'ait lieu. Les deux enterrements, celui qu'il venait organiser et le sien, se préparent au même moment, dans la même ville, à quelques jours d'écart. Aucune source rassemblée ici n'explique la cause de sa mort. Ce qui est documenté, c'est le moment. Entre le décès de sa sœur et la cérémonie prévue pour elle, il disparaît à son tour, sans laisser de descendance. Cette absence de descendance n'est pas un détail. C'est la clause qui décide, 13 ans plus tard, du sort de tout ce que Soraya possédait. En 1991, 10 ans avant sa mort, Soraya rédige un testament. Elle y prévoit une hypothèse précise. Si son frère Bijan venait à mourir sans héritier, les biens qu'elle possède en France, principalement ses bijoux et le contenu de son appartement parisien, devraient être vendus aux enchères, et l'argent réparti à parts égales entre 3 associations. La Croix-Rouge française, l'Association des paralysés de France et la Société protectrice des animaux. En 1991, cette clause n'est qu'une hypothèse parmi d'autres, une prudence de notaire. En octobre 2001, en l'espace de quelques jours, elle devient la seule clause qui compte. Le 22-37 carats offert pour des fiançailles en 1950. Les écrins retrouvés en désordre sur la coiffeuse. Le contenu entier d'un appartement du 46, avenue Montaigne, accumulé sur plus de 40 ans, tout cela part aux enchères à Paris en 2002. La vente rapporte plus de 8,3 millions de dollars. Aucune part n'en revient à un héritier direct, il n'y en a pas. Aucune part n'en revient à l'Iran, ni à la famille Pahlavi. L'argent va, conformément au testament, à 3 organisations caritatives françaises qui n'ont jamais rencontré la femme dont elles héritent. Mais la clause de 1991 ne s'exécute pas d'elle-même. Il faut 13 ans, et une décision du tribunal de grande instance de Cologne, rendue le 16 juillet 2014, pour que les demandes formulées par Soraya dans son testament soient officiellement reconnues. Notre corpus actuel ne permet pas d'établir qui, précisément, a contesté ces dispositions pendant ces 13 années, ni sur quel fondement un point a documenté avant diffusion. Ce qui est certain, c'est qu'une femme qui avait organisé, avec une précision de notaire, ce qu'il adviendrait de ses biens en l'absence d'héritier, a dû attendre plus d'une décennie après sa propre mort pour que cette volonté soit appliquée. Pendant ce temps, d'autres histoires circulent. Depuis son décès, plusieurs femmes se sont présentées publiquement en affirmant être sa fille illégitime, l'une évoquant une naissance en 1962. Aucune de ces affirmations n'a été établie par une source fiable,
et aucune n'a, semble-t-il, abouti à une reconnaissance judiciaire ou successorale. Ce sont des allégations, pas des faits, et elles n'ont jamais modifié la répartition prévue par le testament de 1991. Ce que le Shah lui avait offert en 1951, un diamant, une position, un nom que le monde entier reconnaissait, se retrouve donc, 51 ans plus tard, dispersé sous le marteau d'un commissaire-priseur, transformé en dons versés à des associations qui soignent des chiens abandonnés et des accidentés de la route. L'Empire n'existe plus depuis 1979. La couronne n'existe plus depuis 1958. Il ne restait, en 2001, qu'un appartement, des bijoux, et une clause de testament en attente d'un tribunal. Elle est enterrée au cimetière de West Friedhof, à Munich, pas à Téhéran, pas aux côtés du Shah, mort lui-même en exil en 1980. Une tombe parmi d'autres, dans une ville où elle n'a passé, au fil de sa vie, que quelques mois. Aujourd'hui, au 46 avenue Montaigne, un immeuble haussmannien continue de se dresser entre une maison de couture et un salon de thé. Rien sur la façade n'indique qu'une femme qu'on a appelée impératrice y a vécu ces 30 dernières années, ni qu'elle y est morte seule, un jour d'octobre 2001, sans que la cause en soit jamais rendue publique. Un rosiériste français, Francis Meillan, avait un jour donné son nom à une rose, l'impératrice Soraya. La fleur existe encore dans certains catalogues de pépiniéristes, sous ce nom, longtemps après que le mariage qu'elle célébrait s'est achevé, et longtemps après que la femme elle-même a cessé d'exister ailleurs que dans les archives d'un commissaire-priseur parisien, et sur une pierre tombale à Munich.